de Montréal dans Regard sur Montréal, rue Sainte-Catherine-Est, d'Ouest. À Montréal, la rue Sainte-Catherine s'étire d'est en ouest sur 10 km. Elle a d'abord été tracée dans sa partie est, vers 1800, au début de l'ère industrielle, quand les Canadiens français ont déménagé de la campagne à la ville. Autour de 1850, elle s'est beaucoup anglicisée dans son prolongement ouest pour devenir la principale rue commerçante de la métropole du Canada. Elle témoigne de la coexistence française et anglaise, comme des changements qui ont marqué la société québécoise des 30 dernières années. À son extrémité ouest, la rue Sainte-Catherine a quitté Montréal pour la cité de Westmount. Je suis arrivé à Montréal en 1956. Je connaissais Félix Leclerc et mon voyage au Canada de Charles Trenet. Je venais du nord de la France et les Canadiens, pour moi, avaient surtout été des aviateurs pendant la guerre. Très jeune, j'avais appris leurs noms, inscrits sur les monuments aux morts de la Première Guerre mondiale. J'avais vu Blickety Blank, un film de McLaren, et parcouru les brochures de l'ambassade du Canada. J'avais pris une chambre au YMCA sur la rue Stanley, au coin de la rue Sainte-Catherine, en plein centre-ville. Je ne connaissais personne au Canada et je venais à Montréal pour réaliser un rêve, faire du cinéma à l'Office national du film et apprendre l'anglais. J'étais en Amérique. Mon passeport était tamponné « Immigrant reçu », Landed Immigrant, enjolivé de la couronne britannique. Dans le centre-ville, on me parlait en anglais, comme à tous les étrangers. Mon premier contact avec le français a été à travers les chauffeurs d'autobus qui annonçaient les arrêts dans les deux langues. Rue Guy Street, et c'est en anglais que j'ai été embauché à l'ONF. Après cette prise de contact, nous retrouvons M. Massé au grand plateau de tournage où une équipe de production s'apprête à tourner un plan d'une séquence dramatique. Issu d'une famille très proche du monde du cinéma, son Excellence comprend sans difficulté le langage des techniciens. Le gouverneur général inaugurait ce nouveau centre de cinéma, unique en son genre, et à cette occasion, on m'avait placé derrière la caméra. Monsieur Massé observe comédiens et techniciens avec l'attention soutenue d'un véritable réalisateur. Je suis ainsi devenu caméraman avec la French Unit, comme on l'appelait alors, après avoir durant plusieurs mois pratiqué mon anglais, la langue de la technique. Scene 2A, take 3. That was scene 2A, take 3. Action! Tu m'as jamais dit ça, toi, la break, que le propriétaire voulait te mettre dehors. T'aurais dû m'en parler. J'aurais pu t'aider à te trouver un logement. Ça n'a pas besoin d'aide pour ça. Je peux pas payer plus que 40$ par mois, puis encore. Je te dis que des logements à 40$, ils en mouillent pas. J'ai eu vite fait le tour. Ouais, sais-tu que ça commence à tomber? Hey, je vais abîmer mes meubles avec ça, t'as pas que toi à me passer, là? Non. Pour l'instant, j'ai des vieilles couvertes, je vais aller les chercher. Bon, c'est ça, je vais aller voir aux meubles. Avec les tournages dans différents quartiers de Montréal, j'ai quand même découvert qu'on y parlait ma langue. Sur Sainte-Catherine-Est, on affichait en français, à côté de l'anglais, qui semblait être aussi la langue du commerce et des affaires. Et en parcourant la rue Sainte-Catherine, je me suis aperçu que la séparation Est-Ouest coïncidait assez bien avec la division linguistique.
Ici, je me souviens très bien, c'était Sammy, le vendeur de journaux. Il disait « Star la presse, Star la presse ». Il vendait les journaux dans les deux langues. On achetait la presse, il nous la vendait en français. On achetait le Star, il nous le vendait en anglais. J'avais 6 ans quand ma famille est déménagée ici. C'était vers la fin de la guerre, et, parce que je me souviens d'ailleurs qu'on a célébré la fin de la guerre ici dans la rue Sainte-Catherine. Alors, on habitait pas loin au coin de ce qui est Maisonneuve maintenant. Il n'y avait pas de rue à ce moment-là. Et ce qui est arrivé, c'est qu'on a passé à peu près 4 ans là. Et je me souviens très bien de ça parce que j'avais 6 ans, 7 ans, 8 ans, alors les souvenirs sont très marqués. Michel Choquette, qui a été mon dernier professeur d'anglais, voulait me montrer que le français avait toujours eu sa place dans ce quartier du centre-ville. C'était vraiment un quartier très mélangé, spécialement mélangé ici. Alors moi, je dirais que, je sais pas, de la rue Bleury à la rue Guy, c'est particulièrement mélangé comme quartier. Alors moi, je me souviens des deux langues, on parlait les deux langues. Oui. Et je sais que quand mes parents ma mère faisait ses emplettes, c'était en français. On allait chez Dionne, il y avait le boucher, je me souviens, qui s'appelait M. Descarrés. Puis dans le même, chez Dionne, de l'autre côté, il y avait l'épicier qui s'appelait M. Descarrés aussi. Puis ils n'étaient même pas parents, ils s'appelaient les deux Descarrés. Le dentiste, le docteur Lefrançois, qui avait fait ses études avec le docteur Charan en face, qui était un des grands dentistes de Montréal, des francophones. Bon, il y avait un club de nuit. Avant, je pense que c'était un peu avant mon temps, mes parents m'en parlaient beaucoup. Puis l'appelait chez Maurice, là où Jackie Piaf avait chanté là. Puis il y avait des restaurants comme le 400, chez Le Large, et des petits marchands, des petits commerces de famille étaient francophones. Mais naturellement, il y avait aussi des magasins à rayons, comme Ogilvy et Eaton et Simpson. Et là, peut-être que les propriétaires n'étaient pas de langue française, mais les commis étaient souvent, les vendeurs, les vendeuses étaient souvent de langue française. Ou parlaient les deux. Des fois, il y en avait qui ne parlaient pas anglais ou qui ne parlaient pas français, mais on s'arrangeait. C'est que ma vieille tante qui habitait avec nous, elle ne parlait presque pas un mot d'anglais. Elle n'avait pas de problème. On trouvait toujours quelqu'un qui... You know, if you happen to encounter somebody who couldn't speak English or couldn't speak French, it'd always be somebody else. I mean, the stores weren't that stupid. Ils n'étaient pas si bêtes que ça. Ils avaient toujours des commis qui pouvaient parler les deux langues. They wanted to stay in business. Alors, je trouve que... J'entends souvent qu'on dit souvent qu'on avait des difficultés à se faire comprendre en anglais, à se faire répondre en français. Chez Eaton, par exemple, je trouve que c'est peut-être possible une fois que c'est arrivé, mais je trouve que c'est très exagéré. Parce que moi, comme je vous donne comme exemple ma tante, par exemple, qui vraiment ne parlait pas anglais et n'avait jamais de problème. Voilà. L'exemple de la tante de Michel et son énumération de noms français n'arrivait pas à me convaincre que je m'étais trompé en arrivant. Les premiers grands magasins se sont d'abord implantés dans l'Est. Fondé en 1868, Dupuis Frères était encore dans les années 50 la maison traditionnelle de l'achat chez nous. Lorsqu'elle a fermé, c'était en 1978, et pourtant, Dieu sait comment on était nationaliste à l'époque. Les gens ne venaient pas ici plus, on allait vers l'ouest. Pour un tas de facteurs. Premièrement, il y a 3 grands magasins à rayons là-bas. Ici, il n'y en avait qu'un seul. Après 110 ans, ça a été vraiment triste. J'ai fait partie d'un comité de reclassement des employés, alors ça n'a pas été facile. Il y avait des gens d'un certain âge qui ne pouvaient plus se replacer. D'autres qui étaient unilingues, parce qu'il faut se dire que Dupuis était quand même la maison canadienne-française. Alors, c'était moins nécessaire l'anglais chez ces employés-là. Alors, c'était un handicap après pour se replacer. Dupuis et Frères, c'était plus qu'un magasin, c'était une institution canadienne-française qui, à une certaine époque, couvrait toute la province par son catalogue, le fameux catalogue Dupuis. Et les achats se faisaient beaucoup par les campagnes. C'était aussi la maison du clergé au Québec. Tellement qu'il y avait à l'intérieur de chez Dupuis une salle à manger qui ne s'adressait qu'aux membres du clergé. Alors, je pense que les membres venaient, puis pour 25 sous, ils avaient un repas complet. Alors, bien souvent, ils ne venaient pas magasiner, mais ils venaient manger. C'était vraiment économique. Croyez pas qu'on n'est pas chrétien. Le dimanche, on promène son chien. Try it again, the second part? Yeah. Croyez pas qu'on n'est pas chrétien. Le dimanche, on promène son chien.
I'll take the higher one. Hein? I'll take the higher one. Just on the Second end, one, yeah, est-ce que yeah. mais tu vas t'en souvenir, hein? Quand en 1973, les sœurs McGarrigle, québécoises anglophones, ont sorti leur première chanson écrite en français, Complainte pour Sainte-Catherine, je me souviens qu'on fut étonné, mais flatté, comme d'une reconnaissance enfin acquise hors des boîtes de céréales. Moi, je me promène sous Sainte-Catherine, je profite de la chaleur du métro. Je me regarde pendant les vitrines, quand il fait 30 ans dessous zéro. C'était en 1958, durant le tournage de Days Before Christmas. On découvrait, caméra à l'épaule et son direct, la ville, les gens, le sport et la politique. Je ne me sens pas intrépide, quand il fait frais, je fais pas du ski. Je travaillais alors pour la production anglaise, pour qui j'étais le French from France. Le samedi, ce soir du hockey. Il y a longtemps qu'on fait de la politique. 20 ans de guerre contre faut pas croire que je suis une imbécile, parce que je chauffe pas de convertir. La gloire c'est pas mal inutile. Oh, puis tu danses c'est trop aimé. Il y a longtemps qu'on Passé l'intersection du boulevard Saint-Laurent, débute la partie est de Sainte-Catherine, qui se prolonge bien au-delà du pont Jacques-Cartier. voyez pas qu'on n'est pas chrétien. Le dimanche on promène son chien. J'étais intéressé à rencontrer des immigrants qui avaient été obligés de faire un choix, quand à Montréal, la langue anglaise de la minorité dominait le français de la majorité. J'avais bien aimé le dernier livre d'Antonio d'Alfonso, Avril ou l'Antipassion, le premier écrit en français, où il disait « Il n'y a pas de pays pur, nous venons tous d'ailleurs ». Ça a été un peu difficile. J'ai parlé que le dialecte jusqu'à l'âge de 10 ans. Même si je suis né ici, on parlait le dialecte à la maison. C'était défendu de parler autre langue que notre dialecte. Et ensuite, je suis allé à l'école anglaise. Donc, c'est la deuxième langue qui est entrée dans la maison. Et dans la maison, il y avait toujours un peu de français, à cause des voisins, à cause des amis de la petite... le petit quartier. Et bon, comment ça a été? Ça a été un peu difficile parce que tu fais pas partie de la gang. Il y a une école française au coin de la rue, puis tu vas à l'école anglaise à 5 minutes de chez vous. Quand je dis que j'ai peur, c'est une question de dire des choses qui vont déplaire. J'ai peur de dire ce que je pense vraiment. Pourquoi? De peur de la folie, d'être rejeté, hein, la solitude, perdre tout ce qu'on a gagné par des années de travail, de sueur, hein, de pleurs. Mais tu aurais peur de dire, voilà, il faudrait qu'on ne parle qu'en français à Montréal, au Québec. Non, au contraire. Je dirais, ne parlons pas le français à Montréal. C'est ça que j'ai peur de dire. Parce que le français, je m'en fous. Je m'en fous dans le sens que c'est pas ma langue. Je vais parler, je le parle, regarde. C'est pas ça, c'est pas la langue qui dérange. De dire je m'en fous du français, c'est ça qui dérange. Pourtant, je le dis en français. Si je le dis en anglais, I don't give a damn about French. Non, mais les frega del francese sont très différents. Mais le dire en français, c'est ça que j'ai peur de dire. Parce que c'est pas la langue qui dérange, c'est le concept derrière, le message qui est véhiculé derrière la langue qui est important. Et quand je dis je m'en fous du français, je le dis vraiment pour choquer.
Et j'ai peur de choquer. Et je pense que tous les écrivains doivent choquer. Le jour qu'on ne choque plus, je pense que c'est la mort de la pensée. Et je pense qu'une uniformisation va aller vers la haine. C'est-à-dire, ben oui, je m'en fous qui vous êtes. Je préfère que tu sois comme ça. Je te préfère blond. Je te préfère catholique. Hein? Je te préfère francophone. Puis c'est ce que je vis à ce moment. Je ne suis pas seulement québécois, je suis autre chose. De la fusion de deux langues et de deux réalités a émergé cette grande métropole canadienne aux multiples visages. The name Montreal, someone once said, is like a happy shout of wonderment. You're downtown on St. Catherine Street on a balmy summer night. It may look like any other large Canadian city on a summer night, but somehow you wonder at something that's in the air in this ordinary-looking big city scene. You're a prairie farmer or a New Yorker on a visit, and it surprises you to discover that next to Paris, Montreal is the largest French-speaking city in the world. Almost half the people speak both French and English. Get them right here. Hometown papers right here. Paper, sir. Extra. Get them right here. Hometown papers here. Paper. Capitaine Guimond m'a dit de me rapporter au poste pour 10 heures. Where's Dominion Square? Dominion Square? Yeah. Walk along the street, take the third turn on your right, then the first turn on your left. It's right there. Thank you. You're welcome. As-tu jamais vu autant? Avancez en avant, s'il vous plaît. Move in front, please. How far do you go? À Maisonneuve. En 1956, c'était encore cette image idyllique qui vantait l'harmonie entre les deux langues officielles. Alors que le français était accepté, en autant qu'il savait céder sa place à l'anglais. J'ignorais alors que 30 ans plus tard, je manifesterais avec mes enfants pour le maintien d'une loi québécoise qui avait seulement donné à la langue de la majorité sa légitime reconnaissance. On ne joue plus le God Save the Queen après la dernière séance de cinéma. Les temps ont changé. Le Parisian French n'est plus un prétexte de ne pas apprendre le français au Québec. J'étais à Québec les élections quand l'évêque a gagné la première fois, le Parti québécois. Puis, à cette époque-là, je connaissais pas très bien la politique québécoise, puis j'étais étudiant de cégep, puis je venais de Terre-Neuve, puis je découvrais un peu tout ça, tu vois. Mais j'étais un peu emporté par toute cette atmosphère de change et tout. Puis, ça fait que je me suis jamais senti menacé. Tu sais, il y a des Anglais qui disent que je me sens un peu menacé ici. Moi, je me suis jamais senti menacé. Puis, par ça. Puis bon, beaucoup de choses ont changé. Puis moi aussi, le nationalisme aussi, ça a changé depuis ce moment-là. C'est différent. T'attires dans la culture de Montréal? Ben, j'aime Québec. Moi, j'aime les Québécois. Puis Toronto, je connais pas tellement ça. Puis j'aime mieux Montréal que Toronto. Puis dans les grandes villes canadiennes, Montréal, c'est à peu près la ville qui m'intéresse le plus. Là, si on parle des grandes villes canadiennes, Toronto, c'est pas plate, je connais pas, mais ça m'attire pas. Puis bon, Vancouver, c'est loin pour moi. Si on éternuvien à Vancouver, c'est la Chine. Ça fait que Montréal, c'était pas très loin. Puis j'aimais ça. Puis j'aime le français aussi. J'aime le fait que ça soit en ville, il y a beaucoup de monde.
c'est assez mélangé comme vie culturelle. J'aime bien ça. J'aime bien le fait qu'on peut louer des appartements pas trop chers. Do you think that people in Quebec have any notion at all how different English Canada can be? Are you kidding? Non. Quand je dis que je suis Terre-Neuvien ici au Québec, je suis aussi bien de dire que je viens de Bali. Mais c'est vrai, hein, la plupart des gens ici ne connaissent pas. Je comprends aussi, c'est loin, mais bon, il y a toute cette histoire des farces Snoopy aussi, ça fait que c'est... Non, je crois que comme les Canadiens anglais ne comprennent pas le Québec, c'est vrai dans l'autre sens aussi. Les Québécois, ils ont... très souvent, là, pas tous, c'est sûr, mais très souvent, ils ont une idée pas très claire du Canada anglais. Les Québécois, ils se pensent une nation qui est à part du Canada. Et puis, bon, les anglophones québécois, ils sont canadiens, alors ils se sentent partie d'une nation plus grande. La réalité est que le Canada anglais, c'est pas une unité en soi, c'est énorme, s'il y a plusieurs choses. So it's different, you know. Le Canada, pour moi, ce serait jamais une nation comme la France ou l'Angleterre. C'est un drôle de pays, c'est tout. La place des Arts, que j'ai vu construire dans les années 60, a été placée à la frontière Est-Ouest pour permettre, à travers la musique et l'opéra, la rencontre distinguée des deux cultures. Face à la place des Arts, le complexe des Jardins, avec ses caisses populaires où se retrouvent les économies de quelques millions de Québécois. L'ivoire, l'ébène, l'or, divers métaux précieux et pierres fines. Le temple d'Artémis à Éphèse était reconstruit 5 jours après avoir été incendié en 356 avant Jésus-Christ. Aux dimensions exceptionnelles, il représentait l'hommage ultime à la déesse de la mer Terre. Ses formes décoratives ioniennes, son marbre blanc aux nuances bleutées et ses nombreux reliefs sculptés en faisaient une œuvre remarquable. Le complexe des Jardins cherche à remplir une mission double, je dirais, afficher, affirmer le pouvoir économique des francophones, donc affirmer économiquement une nouvelle puissance acquise et en même temps remplir un rôle symbolique important. Le mouvement des Jardins a cherché à l'occasion de ce complexe immobilier de jouer une carte dans l'espace symbolique montréalais, tenter de déplacer le centre d'intérêt. Le centre d'intérêt économique, cherchant à susciter un développement à l'Est, mais aussi changer l'image de la ville. Dans un effort de vouloir souder les deux parties de la ville, on a installé une série d'immeubles qu'il faut traverser pour se rendre à l'ouest. Et une fois traversé ce couloir, traversé ce passage, on arrive sur une rue qui nous montre un autre côté de Montréal. D'abord, on le sent, on l'entend. On l'entend parce qu'on n'y parle plus la même langue. Du français, on vient de passer à l'anglais. Et curieusement, l'anglais, il est parlé par des gens venus, enfin des gens de minorités visibles. On voit et on entend quelque chose qui nous donnera un peu l'impression d'être soudainement parachuté sur Burnaby Street à Vancouver ou Yonge Street à Toronto, avec la différence que se sentir ailleurs tout en étant chez soi donne déjà une expérience très particulière de la ville. Et Sainte-Catherine, la rue Sainte-Catherine, c'est l'occasion de revivre un drame
Bon, en même temps, si on se dirige vers l'ouest, c'est pas simplement pour un plaisir masochiste, c'est aussi parce qu'on a quelques velléités consommatoires, je dirais. C'est à l'ouest que se trouvent les magasins, c'est à l'ouest que se trouvent les grands commerces, les réseaux de galeries souterraines. Beaucoup de choses ont changé. For a long time, Christ Church Cathedral stood back from St. Catherine Street with a stone wall between the street and the cathedral. And we have now entered into a joint development of this site with Lake Ouaparan and First Quebec and Westcliff Properties. And together we have done something which we believe is good for the city, good for the church, and good for the purposes of God, putting God and His church once again squarely in the midst of the real day-to-day activities of His people. So for 30 years, developers have approached the cathedral and wanted to make use of this site, and for 30 years the cathedral has said no. But we arrived at that ideal window in time when all circumstances seemed right. And Westcliff approached us in 1984, wanting to buy some of this land, which once was a long distance from the old town, once was very much in the suburbs, and has now become choice downtown property as the city has arranged itself around the cathedral. Because of the historical evolution of Montreal, it's not surprising that we have become very much une église anglaise. And that is definitely changing now as well. Certainly the immigrant population has made us come to terms with this because immigrants from other places have been Anglicans all their lives and come to Montreal and expect to be served in their culture and in their language. So I think that has helped us with the division between French and English. Il faut se rappeler d'abord que le terrain ici sur lequel l'édifice a été construit appartenait et appartient toujours à l'église anglicane qui est située juste derrière sur la rue Sainte-Catherine. Et l'église anglicane a accepté de louer son terrain pour un bail à long terme aux promoteurs. On parle au niveau institutionnel, les compagnies d'assurance, c'était jusqu'à ces années 80-là, toujours des compagnies de Toronto, des compagnies canadiennes anglaises qui investissaient dans des investissements ou dans des développements immobiliers importants. Et là, maintenant, vous aviez, durant les années 80, des institutions québécoises qui se sont révélées dans ce secteur-là. C'est une chose intéressante parce que toutes les négociations se sont faites en français. Les contrats, les documents... autant légaux que la correspondance, tout se faisait en français, les réunions se faisaient en français. C'est vraiment intéressant parce que c'était encore une fois, dans les années 80, quelque chose qu'on ne voyait pas. Et là, effectivement, dans cette transaction-là, où vous aviez deux communautés, trois religions regroupées. Chaque vendredi saint, le chemin de croix passe par le centre d'achat creusé sous la cathédrale. Lord Jesus, help us to be thoughtful in all that we do in your name. Amen. This pleases me very much. For some 400 years, the church and the world have drifted apart. We began to say the church has no part in business, the church has no part in politics, the church has no part in science, the church has no part in medicine. A long process that took 400 years. And here in Montreal, during the last 30 years,
as a result of the Quiet Revolution, which was really a war on the church, the separation became absolute. So that there's the world there and the church here, and never the two shall meet. Actually, when we considered this development, there were some people who believed that it was right that the church and the world should stay apart, you know, which is atrocious. That either God is involved in all of life and in all of our affairs, or he has no significance for us whatever. À l'intersection de la rue McGill College, élargie sur 2 rues pour devenir une élégante avenue, Dunn's Famous Delicatessen n'a pas changé depuis 30 ans, un cornichon de son étalage. Mais à l'intérieur, on y parle français à 6 heures du matin. Lève-le ton verre d'eau, ça. Il y en a plus tard. Il y en a plus tard de m'arrêter. Qu'est-ce qu'on donne? Ça, chantier combien? Ça, ta petite poétresse, elle est pleine, tu le sais pas. Elle est pleine, oui. On l'a vu hier, elle est pleine. Qu'est-ce que j'ai fait? Fais-les. On va le voir. Lui, Mitsu, c'est pas la même génération. Tu vas ici de l'autre bord. Mais tu sais que toi, tu ne pourras pas l'avoir dans tes bras, mais tu sais où On sait jamais. Je n'ai jamais essayé. Des vieux de ton âge, j'apprends pas ça. Ah, on sait jamais. Vraiment. Hein? On sait jamais. Un gars s'essaye. Elle a pris pas de vue. Et mes potes, bye. Bye, René, bonne journée. Faut travailler, hein? Oui, oui. Ferme la porte, ferme la porte. On va dans le Queen, je dors plus tard. Ils s'en vont construire en français un nouveau gratte-ciel, financé cette fois par des capitaux allemands. On s'est établi à Montréal en 1925 en achetant cet édifice qui était à l'époque de 3 et 5 étages à l'arrière. Et c'est la Maison Eaton qui l'a construit tel qu'on le voit aujourd'hui en 2 étapes. On a terminé les travaux en 1930 avec l'addition de la salle à manger. Par contre, nous étions déjà connus de la population de Montréal ou du Québec en entier par le biais de notre catalogue qui était publié depuis 1884 et qui circulait dans tous les foyers. On l'appelait la Bible du colon. 1884, il est publié en anglais. En 1901, on invite les clients du Québec à passer leurs commandes dans leur langue en prenant soin d'indiquer le numéro et la page. Et notre premier catalogue français est publié en 1927. Vous avez eu un déplacement des francophones vers l'ouest avec l'avènement du métro. C'était facile à ce moment-là, au lieu de descendre à une station, de poursuivre quelques stations plus loin. Et les gens ont découvert toute une autre série de boutiques et de magasins. Et Eaton, à l'époque, avait une pénétration du marché très forte par son catalogue, justement. Donc, les gens qui descendaient à la station McGill connaissaient déjà Eaton.
probablement plusieurs d'entre eux y avaient déjà mis les pieds, avaient assisté à la parade et avaient reçu le catalogue à la maison. Donc Eton n'était pas une entité inconnue pour eux. Alors là, ils ont découvert que, ben oui, peut-être qu'il y a 30 ans, on parlait l'anglais dans l'Ouest. Et alors, petit à petit, plus l'achalandage s'est accru, plus la société québécoise a évolué, ben, tout ça a suivi le mouvement aussi, a évolué. Autrefois populeuse et industrielle, l'extrémité est de la rue Sainte-Catherine est séparée par un viaduc et en partie clôturée par une autoroute. Elle est devenue un peu la Sainte-Catherine de l'oubli. Je vais vous montrer ici, c'est un pyjama d'intérieur, toujours lavable. C'est très, très beau. Nous avons dans le quadrillé le pied de poule qui est très, très à la mode cette année. C'est toujours les mêmes compagnies. Ça fait longtemps que je fais affaire avec eux autres. Et puis, c'est tellement bon qu'on reste dans la même... Ça fait combien de temps que vous êtes dans la mode? Moi, ici, ça fait 19 ans. Mais le commerce existe depuis 35 ans. Moi, je suis Thérèse Hamel, la présidente de la Place Sainte-Catherine. Mon rôle, c'est d'être en communication avec le directeur général et le conseil d'administration et d'aider les marchands et surtout de penser à ce que nous allons faire pour l'année. C'est notre rôle. Les promotions, tout ce qu'on veut dans ça. Des fois, ça plaît, des fois, ça plaît pas, mais on essaie de faire notre gros possible parce que c'est pas facile de penser pour 160 marchands. Avec la fermeture des industries, avant, sur la rue Notre-Dame, on avait beaucoup d'usines. Maintenant, nous en avons un. Nous avons le sucre antique qui est au coin de Pineuf. Il n'y en a pas d'autres. Fait que ça a enlevé beaucoup de clients parce qu'ils venaient magasiner dans l'Est. Maintenant, il n'y en a plus de ça. Et les gens qui vont magasiner dans l'Ouest, là, par rapport à tout le développement de l'Ouest. Mais c'est parce que dans l'Ouest, c'est tellement beau. Qu'est-ce que vous voulez, c'est beau. Tandis que nous autres ici, bien... Si on regarde la rue Université de l'Ouest, c'est super beau. C'est un privilège qu'ils ont qu'on ne peut pas leur enlever. Eton, ça fait 100 ans ou plus que ça existe. Alors, on ne peut pas se comparer à des magasins comme Eton. Est-ce que vous pensez le fait que vous parlez français, ça vous défavorise? Non, pas pour le quartier ici. Puis j'oserais dire que le fait de parler français ne dérange rien dans toute la ville de Montréal, excepté peut-être un petit coin de l'Ouest. À part de ça, ça dérange complètement rien. Parce que moi, je reçois des appels des commerçants en gros qui s'adressent en anglais et puis je leur dis de parler français, puis ils trouvent moyen de parler français. Parce que je suis francophone. Dans ce quartier résidentiel à loyer modique habitent aujourd'hui de nouveaux immigrants qui chaque matin prennent l'autobus pour aller travailler ou étudier. Quanti italiani ci sono nel Quebec? O quanti quebecchesi sono di origine italiana? Pressappoco? Sapete? Milioni? No, 200.000. Marco Miconet, enseignant et écrivain, est arrivé très jeune à Montréal, à peu près à la même époque que moi. Il a suivi le parcours habituel des écoles italiennes, françaises et anglaises, avant de choisir le français comme sa première langue d'expression. Abitano nella regione di Montréal, capito? Quindi più di 90%. Va bene? La metà di questi italiani sono nati in Italia, va bene? E la metà sono nati qua. Quindi fino a che punto siamo italiani? Questa è una questione molto molto complessa. Voi quindi siete un po' nordamericani, un po' quebecchesi e un po' italiani.
quindi è un miscuglio che bisogna definire. Allora, questa cultura immigrata è la cultura d'origine, per esempio la cultura italiana, che si è trasformata durante il processo dell'emigrazione. Donc à partir du moment où on est dans une nouvelle société avec de nouvelles règles du jeu, avec une langue qui n'est pas la langue d'origine, une culture enfin qui est sensiblement différente de la culture d'origine aussi, et bien à ce moment-là, il faut s'engager dans un processus d'intégration, c'est-à-dire de transformation culturelle. Et dans ce processus de transformation culturelle, il y a l'acquisition de la langue, de la culture ou de la société d'accueil. Ici au Québec, c'est le français. Si j'avais émigré en Ontario, j'aurais adopté l'anglais comme langue quotidienne, langue de communication courante. Puisque je suis ici au Québec, après quelques années, je me suis rendu compte qu'au-delà de 80% des citoyens québécois avaient le français comme langue maternelle, donc j'ai adopté cette langue-là. Et ici, au Québec, il faut absolument protéger la langue française, il faut protéger la culture québécoise, qui n'est pas seulement, bien entendu, de souche française, mais elle est plurielle. Mais, sauf que la langue française devrait être le commun dénominateur pour tous ceux et celles qui choisissent le Québec comme terre d'accueil. Habiter un pays, c'est habiter sa langue, premièrement, mais habiter aussi, être habité par l'imaginaire de ce pays-là. En 1957, j'ai la chance de rencontrer Félix Leclerc durant le tournage des Brûlés en Abitibi. Le film racontait l'aventure vers de nouvelles terres de ceux qui ont été les premiers à s'appeler Canadiens et leur détermination à s'accrocher à ce pays, car ils n'en ont jamais eu d'autre. Pas d'écrivain, pas de livre comme de raison. Ça peut être aussi vain, mais peut-être aussi que non. La plupart des gens au faubourg, ils parlent l'anglais. La majorité des gens, ils parlent l'anglais, mais ils comprennent un peu le français aussi. Parce qu'on est situé vers l'ouest de la ville. Hein. Ici, dans ce secteur, la plupart ce sont des anglophones. Au Québec, c'est le français. Parce que ce sont des francophones qui habitent ici. Ce sont les premiers habitants après les Indiens. Ce sont les francophones qui ont découvert le Québec. C'est pour ça la majorité des gens, là, ils parlent français. Donc, il faut, si on veut vivre ici, il faut parler français. De quelle nationalité, vous? Chinois. Parlez quelle langue? Excusez? Parlez quelle langue? Anglais, français, chinois et un peu de japonais. Ça fait combien de temps que vous êtes au Canada? 18 années. 18 années? 18 années? Oui. Non. How long have you been in Canada? Ah, 18 ans. 18 ans, c'est ça. Si le français est devenu la langue de travail d'une grande partie des Montréalais, c'est beaucoup grâce aux lois linguistiques québécoises, décriées par l'ensemble du Canada, alors qu'elles n'ont servi qu'à rétablir un plus juste équilibre qui peut encore, comme au Faubourg, malgré l'affichage, être à l'avantage de l'anglais. J'avais donné rendez-vous à Michel Choquette, qui n'était pas du tout d'accord. Ça va le devenir si ça continue. Ça ne vous fait pas peur pantoute parce que ça se donne que c'est le côté que vous appuyez. C'est ça.
Si c'était le contraire, c'était l'anglais, pensez-vous que les Anglais ont jamais été aussi extrêmes que vous le devenez maintenant? Jamais de la vie. Et si vous avez fait ça pour faire un équilibre, vous êtes rendu beaucoup plus loin, que ça n'a jamais été de l'autre côté maintenant. Jamais, les Anglais ont toujours toléré le français plus que vous voulez le tolérer maintenant. C'est mon avis. Michel semble oublier l'histoire d'autres lois qui ont supprimé ou bâillonné l'enseignement du français dans plusieurs provinces et que des tribunaux essayent encore, mais un peu tard, de corriger. À l'est de la rue Saint-Denis, près de l'Université du Québec, on est allé retrouver Anne Diamond. Je me suis battue avec un vieil ami à cause de la loi des signes. Je me suis fâchée avec elle. Je dis pourquoi. Je vois que c'est un peu contagieux, que les gens commencent... C'est une nouvelle panique qui commence maintenant. C'est à cause des choses assez symboliques qui arrivent et les gens paniquent. Excuse-moi, est-ce que vous avez des disques de Zachary Richard? Oui, un compact disque? Oui. Oui. J'ai pas pu trouver. Ah bon, OK. Pourquoi Zachary Richard? Parce que c'est un musicien que j'admire beaucoup, que j'aime beaucoup. J'aime sa musique et aussi j'aime beaucoup l'idée de, je sais pas, la Louisiane, où j'ai visité un peu. Et quand j'étais là, ça m'a beaucoup sensibilisée aux problèmes qui peuvent exister, qu'on a de la culture française, disons, en Amérique du Nord. Qu'est-ce qui t'a frappé le plus? C'était le fait que dans la ville de Nouvelle-Orléans, je dis, dans l'hôtel, par exemple, où il y avait des gens qui avaient des noms, il y avait des noms français, par exemple. Mais c'était tout ce qui restait de leur, disons, de leur identité ou de leur conscience française, c'est ça. Et ça m'a beaucoup frappée. En revenant ici, j'ai regardé la situation ici d'une façon un peu différente. Et j'ai vu comment, peut-être dans 2 générations, on pourrait tuer une culture. Ta situation est un peu particulière. Pourquoi? Ben, tu passes d'une langue à l'autre. Ça dépend. C'est les 2 côtés du cerveau. Des fois, il y a un qui marche mieux que l'autre. Mais ma mère était québécoise. Mais à la maison, c'était les années 50, on n'a pas parlé beaucoup de français à la maison. Presque rien, pas du tout. Mon père venait de l'Ontario. Et je suis allée aux écoles anglaises seulement. C'est ça. J'étais éduquée en anglais, uniquement. Alors, c'était après que j'ai appris le français, où j'ai appris à me sentir un peu plus à l'aise avec le français. C'est toi qui as fait le choix. C'est moi qui ai fait le choix de parler. De apprendre le français. Plus ou moins, mais c'était, je sais pas. Je m'impliquais un peu dans les groupes politiques à cette époque et il y avait l'idée qu'il fallait parler français, qu'il fallait essayer d'assimiler. Pendant un certain groupe on dirait gauchistes, anglophones ici, c'était très important. Et moi, je faisais un peu partie de ça, mais pas vraiment. J'étais un peu à l'écart, mais pour moi, ça avait du bon sens d'essayer de... J'avais décidé de vivre ici, parce que pour des raisons assez émotionnelles, en fait. Je me sentais bien ici et il y avait toujours été une espèce de... Pour moi, je pense que c'est à cause de le sens de séparation que j'ai eu par le fait qu'on ne parlait pas français à la maison et ma mère parlait anglais tout le temps. Pour moi, il y avait toujours une espèce de mystère, quelque chose que j'avais perdu. Je pense que c'est une chose qui m'a fait rester ici pour trouver comme une moitié de moi qui était un peu mise à côté. C'est ça. Are you happy with the balance that the French and English have struck in Montreal now? Now, at this moment, 1991, happy. Well, in some senses, I'm happy. In other senses, I'm not. I'm a little impatient with the Anglophones right now. I feel that they could. I feel they haven't. Well, you can't judge. I'm a little unhappy with some of the manifestations of the Anglophone situation or mentality. I think it could be a little more imaginative.
I think they could make a little more effort to imagine themselves in the position of the other. I think they're very, I think they remain a little bit rigid on that level. Et essayer de voir qu'est-ce qui se passe. Et essayer de jouer le jeu de la vie, pas rester dans son, tu vois, dans une période imaginaire du passé où tout était bien, tout le monde était bilingue. On sait que ça n'a jamais existé au Québec. Mais il y a des anglophones qui croient que ça existait. Oui, mais on parlait anglais et les francophones étaient bilingues à cette époque. Maintenant, c'est changé, c'est plus le cas. To me, it's not a question of so much of which language we're speaking, but of the way of life or the approach to life, which I know is different here than it is in many other places in North America. And I'm very attached to that. Certainly, it's hard to exactly say why it feels different, but it's different here. Different things are important. Le fait est que les anglophones ne se sentent pas confortables avec l'évolution qui se passe maintenant au Québec. Mais ça fait 30 ans maintenant qu'on regarde ces choses qui se produisent plus ou moins depuis l'évolution tranquille. Et je trouve que ça a été une période assez intéressante, stimulante pour les gens. J'ai beaucoup de gratitude envers le Québec pour m'avoir donné une expérience comme ça. Et de rester dans un lieu qui est en train de changer, où il y a des conflits, mais c'est toujours intéressant, c'est toujours très dramatique. Moi, j'ai pas de ressentiment contre le Québec. Pour moi, c'est une fausse conscience de se sentir comme ça, mais je pense que j'aurais pas pu faire ce que j'ai fait. Ce que j'ai écrit, c'était très influencé par les événements ici, et la mentalité, et les idées. On peut difficilement comparer la rue Sainte-Catherine d'aujourd'hui avec celle que j'ai connue en 1956. Montréal s'est affirmé comme le Québec francophone, avec une langue qui se cherche encore un pays, car elle demeure la raison première du grand malentendu canadien.